Bismillahirrahmanirrahim, au nom de Dieu clément et miséricordieux. Salutations au noble prophète de l'islam, le très vénéré Mohammed, que Dieu le bénisse, lui et les siens. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans cette émission en direct, le magazine de l'Afrique. Dans le cadre de l'émission d'aujourd'hui, on va vous parler encore de Boko Haram. Si vous avez en fait des suivis, le magazine de l'Afrique, cette émission en direct, nous en avons déjà parlé à plusieurs reprises du groupe Boko Haram, de ses activités, de ses actions, si vous voulez, en Afrique et très particulièrement au Nigeria également. Désormais, c'est une menace, le Boko Haram, pour les pays voisins également. Pour le Tchad, pour le Cameroun, ces derniers jours, le Tchad avait employé pas mal de forces en fait sur ses frontières, même des forces qui auraient été entrées, en fait pénétrer le territoire nigérian pour en fait combattre Boko Haram sans pour autant impressionner ce groupe terroriste, parce que le même jour, Boko Haram s'en avait pris en fait à plusieurs localités. Et cette fois-ci, on va vous parler en fait plutôt de l'aspect régional et international des choses. Les dirigeants de l'Afrique de l'Ouest ont demandé tout récemment à l'Union africaine, cet organe le plus important au niveau du continent, en fait de demander une autorisation pour la mise en place d'une force qui aura également le mandat du Conseil de sécurité de l'ONU pour combattre Boko Haram. Autrement dit, il voulait dire que là, il s'agit d'un problème africain, régional, international. Il faut avoir une volonté internationale pour le combattre. On va vous en parler dans le cadre de l'émission d'aujourd'hui avec deux invités. Mais avant d'entrer dans le vif du sujet, je vous propose un reportage. On reviendra tout de suite après. Les dirigeants de l'Afrique de l'Ouest demanderont la semaine prochaine à l'Union africaine l'autorisation de créer une force multinationale pour combattre les terroristes nigérians de Boko Haram, a dit vendredi à Reuters le président ghanéen John Mahama. Une telle force serait à ce jour la réponse internationale la plus aboutie à des militants qui ont tué des milliers de personnes l'an dernier au Nigeria et qui ont commencé à lancer des attaques au Niger et au Cameroun. Mais selon John Mahama, le groupe et ses militants en Somalie, au Kenya, au Mali et ailleurs posent un risque bien plus important. Le terrorisme est pareil à un cancer. Si nous ne le traitons pas, il va continuer à se développer. Il menace tout le monde dans la région. Quand il s'agit de terrorisme, personne n'est trop loin ni trop près, a-t-il dit. La mise sur pied d'une force placée sous l'égide de l'Union africaine devrait prendre plusieurs mois, a ajouté le président ghanéen, notant que des questions clés telles que son commandement, sa localisation et son financement n'avaient pas encore été tranchées. Une fois l'entité opérationnelle constituée, l'Union africaine devrait demander un mandat auprès du Conseil de sécurité des Nations unies pour la prendre en charge, comme cela s'est fait dans la région du Darfour au Soudan, a encore dit John Mahama. Merci beaucoup d'être avec nous pour cette émission. Je viens de lancer en fait le sujet. On va vous parler en fait de cette demande faite par les dirigeants de l'Afrique de l'Ouest à l'Union africaine de former une force pour combattre Boko Haram. On va vous en parler avec deux invités. Nous aurons avec nous pour cette émission depuis Paris M. Roger Bongos, spécialiste de l'Afrique. M. Bongos, bonjour. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Bonjour à vous, bonjour à Téhéran. Merci beaucoup. Et j'ai le plaisir et l'honneur de recevoir ici sur le plateau un spécialiste de l'Afrique. J'insiste toujours sur ce point également. Un spécialiste de l'Afrique et un ami également, un ami et collègue, M. Kouroche Fakhri Tovoli. M. Tovoli, bonjour, merci beaucoup d'avoir accepté. Bonjour, comment allez-vous? Mon cher Kouroche, votre analyse, votre réaction à cette demande des dirigeants de l'Afrique de l'Ouest de vouloir former une force pour combattre Boko Haram. Pourquoi une telle demande? Oui, je pense que
Compte tenu alors des conjonctures régionales et internationales, proprement dit, cette demande était en quelque sorte inévitable et ainsi disant, je dois expliquer par exemple ce qui se passe aujourd'hui avec ces forces extrémistes qui sont de plus en plus connues sous le titre de Daesh au Moyen-Orient. Et l'effet du boomerang de l'activité de ces extrémistes sur l'Europe, à savoir tout récemment ce qui s'est passé malheureusement à Paris, disons, le meurtre des membres de Charlie Hebdo et les réactions qui se sont suivies en quelque sorte à travers la France, en Belgique, les mesures sécuritaires. Alors, tout cela explique comment d'abord ces extrémistes sont déjà dangereux pour l'intérêt même des Européens, en partie la France, qui ont d'ailleurs eux-mêmes en quelque sorte créé et soutenu et soutiennent toujours alors ces extrémistes. Et ainsi disant... Mais désormais, ils sont inquiets. Ils sont inquiets et ils ne veulent pas que alors ces forces retrouvent leur pays européen. C'est pourquoi, en quelque sorte, la crise s'est élargie vers l'Afrique, en particulier l'Afrique de l'Ouest, où déjà Boko Haram et les autres extrémistes alors de la région alors étaient actifs. Et ainsi, nous voyons que malgré alors les efforts déployés par les différentes parties dans la région, Boko Haram marche toujours et fait toujours alors la violence. Et c'est pourquoi, avec, disons, l'aggravation alors de cette situation dans la région, vraiment, les pays régionaux ne peuvent pas résister. C'est pourquoi cette demande va en même temps dans le sens des intérêts de ces pays et également dans le sens des intérêts de la communauté internationale, à commencer par la France. Merci beaucoup. Monsieur Bongos, votre analyse, quelle analyse portez-vous sur cela, sur cette demande des dirigeants de l'Afrique de l'Ouest de vouloir former une force pour combattre Boko Haram, ce qui a été appuyé par le Conseil de sécurité de l'Organisation des Nations Unies également? Oui, moi, ce que je pourrais dire par rapport à cette nouvelle force qu'ils veulent mettre en place, je dirais c'est encore une force de plus. Si on regarde bien dans la géopolitique, la géostratégie de la région, il y a déjà deux forces qui existent. La première force, c'est ce qu'on appelle la force de l'opération Barkhane. Avec 3000 hommes, cette opération fonctionne avec, bien entendu, sa base à Djamena. Donc il y a quand même cette force qu'on devait, bien entendu, renforcer pour, bien sûr, aller vers un travail professionnel de combattre ces terroristes, pour dire ainsi. Il y a aussi la deuxième force, ce qu'on appelle la force jointe tax force du Nigeria, composée de 3500 hommes. Et cette force travaille avec 4 pays du bassin du lac, le Niger, le Nigeria, le Tchad et également le Cameroun. Alors, voilà, ces forces-là devaient être renforcées au lieu d'aller créer une deuxième ou troisième force qui ne devait prendre en place leur marque au niveau de ce territoire, large territoire occupé par Boko Haram. Alors moi, je dirais, c'est une perte du temps. Vaut mieux d'axer son travail sur ces forces qui existent et de donner les moyens à ces forces
pour que les résultats soient probants. On a vu comment Boko Haram exerce son influence dans la région. Qu'est-ce qui se passe réellement quand on voit tout ce travail autour? C'est parce que Boko Haram veut récupérer tous ces champs de pétrole, ces zones pétrolières, ces zones où il y a des mines. Au Niger, il y a l'exploitation d'uranium. C'est qu'on appelle ces nerfs de guerre. Boko Haram veut récupérer, afin d'étendre son hégémonie dans la région. Donc, on voit les soucis là. Bon, les Américains, avec leur Africom, installés partout en Afrique, ils sont venus pour combattre l'Ebola avec 3000 hommes. Pourquoi ils ne mettent pas une force de coalition avec les forces que je viens de citer existent pour coordonner un effort sur le terrain? Moi, je pense qu'ils Monsieur Bongos, excusez-moi de vous couper la parole. Là, vous soulevez une question ô combien importante. Vous dites que pourquoi les Américains ne passent pas en fait à l'action pour combattre Boko Haram. Comment expliquez-vous le pourquoi de cette chose, s'il vous plaît? Alors, moi, je peux l'expliquer sur le premier point. Vous savez, sur 2 points. Le premier point, c'est d'abord les Américains, ils ont une politique aujourd'hui de s'accaparer de la richesse de l'Afrique. Pour s'accaparer de cette richesse, ils mettent leurs antennes partout, ils attendent que la situation pourrisse. Ils savent qui finance en fait le Boko Haram. On sait que c'est les amis des États-Unis, le Qatari qui finance Boko Haram. On sait que c'est l'Arabie Saoudite qui finance Boko Haram. Par définition, ils laissent faire. Ils attendent que la situation pourrisse pour qu'ils puissent récupérer le delta du Niger. Vous savez, le delta du Niger, il y a le pétrole, il y a l'uranium, il y a le gaz. Donc, on fait pourrir la situation. Après, on dit que voilà, on va intervenir. Quand on va intervenir, ils viendront et ils vont s'installer et ils vont rester. C'est cela, la politique menée aujourd'hui. Parce que la situation aujourd'hui, quand on regarde les cartes satellitaires présentées par l'Amnesty International pour demander que ces gens-là soient traduits à ces pays, ces cartes montrent clairement qu'on suit en direct la situation qui se passe sur le terrain avec ce que Boko Haram vient de faire là, l'enlèvement de plusieurs personnes, des enfants et femmes. Donc les Américains sont au courant de ce qui se passe. Ils savent comment mettre la main sur cet Aboubakar de Boko Haram qui terrorise la zone. Donc pourquoi laisse-t-il faire? Parce qu'il y a des intérêts de récolonisation de l'Afrique, de s'accaparer en fait de cette richesse de l'Afrique. C'est ça. Permettez-moi, M. Bongos, des Américains là-dessus. Je pense qu'il faut tenir compte. Permettez-moi d'avoir l'approbation de mon invité ici présent également sur le plateau, sur le même sujet. Monsieur Tamboli, selon Monsieur Bongos, les Américains savent très bien d'où vient le financement de Boko Haram. Monsieur Bongos en fait de mention le Qatar et l'Arabie Saoudite, mais ils l'espèrent. Pourquoi? Oui, je suis d'accord. Parce que, vous savez, les Américains alors, ont cherché depuis à peu près la fin de la guerre froide, de développer leur politique vers les pays africains. Ils savent, comme les Européens, comme les Indiens, comme les Chinois, comme les Brésiliens, que l'Afrique, c'est l'avenir de l'économie mondiale et l'avenir du monde. C'est pourquoi ils ont créé Africom. Pour le moment, alors, le commandement se retrouve à Stuttgart en allemand, mais ils cherchent toujours alors les bases et au moins une base centrale en Afrique. Il est vrai que avant l'investissement, avant l'échange commercial, alors ils ont besoin alors de la sécurité ainsi, et ils sécurisent et après ils investissent, et comme alors notre cher ami M. Bongos a dit, il reste. Et Boko Haram et les autres extrémistes vraiment donnent ce prétexte à des pays, aux pays des zones comme les Américains pour agir dans ce sens. Nous savons qu'alors il y a quelques mois, 2 ou 3 mois, que quelques-uns des chefs d'État des pays africains comme Cameroun, comme
les autres pays que je ne me souviens pas sont partis vers la France et demandaient au président Hollande d'intervenir. C'est le sens de l'installation de la force Barkhane au Niger et en effet dans la région. Et d'ailleurs, après... Mais ça n'a pas donné le résultat escompté. Oui. Vous savez, alors les Français sont intéressés par une intervention, mais ils cherchent d'abord disons, comme ils disent eux-mêmes, une légalité internationale, un soutien des autres pays dans le cadre des Nations Unies, de la résolution du Conseil de sécurité. Et M. Hollande a répété alors cela après ces événements de Charlie Hebdo. Et tout cela, il est vrai que dans le prétexte à des pays occidentaux qui d'ailleurs partagent alors les intérêts dans l'Afrique. Aujourd'hui, la France, les États-Unis, alors ils partagent et en même temps, ils cherchent aussi la concurrence avec la Chine, avec l'Inde, avec le Brésil et avec la Russie. Kourosh, très rapidement, vous êtes spécialiste de notre région, du Moyen-Orient également. Pensez-vous que cette multiplication, ce renforcement du Boko Haram en Afrique, malgré tous les efforts déployés pour le combattre, s'explique également par le fait que Boko Haram est désormais appuyé également par Daesh? Bien sûr. D'ailleurs, non pas seulement sur le plan physique par les moyens financiers, mais aussi sur le plan moral, parce que quand ils voient que le Daesh, par exemple, s'accapare du pétrole alors en Syrie et vend à Turquie, et à la Turquie, ils pensent pourquoi on au delta du Niger. Oui, ne fasse pas alors la même chose. C'est pourquoi alors ils se renforcent et d'ailleurs ils ont officiellement aussi déclaré alors leur adhésion à Daesh. Merci beaucoup mon cher Kourosh. On va faire une courte pause, on reviendra tout de suite après. Merci beaucoup d'être avec nous pour cette émission en direct, le magazine de l'Afrique consacré à cette demande des dirigeants de l'Afrique de l'Ouest de former une force pour combattre Boko Haram, une demande qui a été appuyée immédiatement d'ailleurs par le Conseil de sécurité de l'Organisation des Nations Unies. Monsieur Bongos, vous aussi, vous suivez de près en fait, vous êtes spécialiste de l'Afrique, vous êtes également un spécialiste des questions internationales. S'agissant de ce qui se passe en fait en Afrique, au niveau des activités de ce groupe terroriste, que ce soit en Libye, au Nigeria ou bien ailleurs, on en a parlé déjà, en fait, surtout ces derniers jours, beaucoup de la présence de Daesh en Afrique également. Est-ce de votre avis également, M. Bongos, est-ce que c'est cela qui inquiète en fait les dirigeants africains et également le Conseil de sécurité de l'ONU pour appuyer immédiatement la mise en place d'une telle force pour combattre Boko Haram? Alors, je répondrai par deux parties à votre question. La première partie, la présence de Daesh en Afrique aux côtés de Boko Haram, moi je dirais oui ou non. Oui, parce qu'il y a quelques experts de Daesh sont avec le patron du Boko Haram pour lui donner en fait de la matière, l'expertise, ce qu'ils ont connu en Irak et en Syrie, Bassora et Mossoul. C'est-à-dire que là où il y a des puits de pétrole, comment gérer en fait ces zones stratégiques. Et c'est la même façon, Boko Haram est en train d'exercer au niveau, aujourd'hui on voit du Tchad et le Cameroun et le Niger. Pourquoi le Tchad veut intervenir? Je vais revenir à cette question que vous m'avez posée. Pourquoi le Tchad veut intervenir aujourd'hui? Parce que le Tchad aussi veut conserver son pétrole.
en conservant, parce qu'ils n'ont pas l'accès au littoral. C'est-à-dire le littoral, c'est la mer c'est Cameroun. Le Cameroun qui permet au Tchad de vivre parfaitement. Donc le Boko Haram a trouvé la solution de couper ces ponts-là pour isoler ces pays, afin de récupérer le pétrole comme les nerfs de la guerre, comme je disais tout à l'heure, afin d'avoir sur place, non directement l'aide de Daesh, mais l'argent pour pouvoir cofinancer en fait leur étendue sur le territoire de l'Afrique de l'Ouest. Voilà le travail qui est fait. Alors maintenant, si on rentre dans le principe de dire que voilà, avec le prochain sommet qui aura lieu à Addis Abeba, pour traiter le cas de Boko Haram, moi je trouve que c'est encore une rencontre de plus. C'est une rencontre de plus, donc ça va donner absolument rien. On a demandé à la France d'intervenir par rapport à cette affaire de Boko Haram, à l'image, au regard de ce qui s'est passé avec le Mali, mais la France n'a plus de moyens d'intervenir comme devait intervenir au Mali comme ça. Alors, donc on trouve cette solution de réchange avec peut-être l'appui du Conseil de sécurité. Mais le Conseil de sécurité mettra quoi avec cette force de coalition pour chasser Boko Haram? Mettra quoi? L'OTAN? L'OTAN n'a pas l'expertise du terrain. Or, le Sahel est assez énorme et important, au moins 850 000 km². Comment gérer cette zone? C'est ça la question qu'on doit se poser aujourd'hui. Or, les gens de Boko Haram ont l'expertise, ont le terrain, ont le moyen de progresser et de se replier, ce qu'ils ont fait. S'ils arrivent à mettre à mal l'armée nigériane, c'est parce qu'ils ont aujourd'hui des moyens de le Merci faire. beaucoup. Ils ont les moyens de leur force. Voilà, donc il faut une autre politique Merci beaucoup. Monsieur Roger Bongos, spécialiste de l'Afrique, je vous remercie infiniment d'être avec nous pour cette émission. Merci beaucoup. Je vous souhaite une excellente journée. Merci infiniment. On va faire une courte pause, on reviendra tout de suite. Merci après à vous. Je vous Merci. en prie. Je vous en prie. On va faire une courte pause, on reviendra tout de suite après pour terminer l'émission d'aujourd'hui avec M. Tavreli. Merci infiniment d'avoir choisi cette émission. Koulouche, vous avez dit que la France souhaite une intervention militaire, mais cherche en fait des moyens légaux via le Conseil de sécurité de l'ONU pour en fait passer à l'intervention militaire. Même selon M. Bongos, c'est l'avis également de plusieurs analystes. La France n'a pas également les moyens de sa politique, mon cher Koulouche. Oui, tout d'abord, il est tout à fait clair que la France, tout d'abord, cherche ses intérêts économiques à long terme dans la région. Et dans ce cadre, c'était dans ce cadre en partie qui a intervenu alors au Mali. Là-bas, alors ils avaient les moyens, les bases et également alors la connaissance du terrain avec l'aide de Mali. Mais ici, par exemple, la France vraiment se trouve seul pour appuyer son allié, par exemple le Tchad, qui a le pétrole, et M. Bongos a bien expliqué. Mais avant cette menace de l'intérêt économique à long terme, il y a cette menace directe traduite dans ces événements récents, alors à Paris et à travers le pays. Et c'est pourquoi la France a vraiment senti le sens du danger de ces disons, extrémistes qui se trouvent au sein de Daesh, et il ne veut pas avoir le même danger aussi présent de la part de l'Afrique et ici de l'Afrique de l'Ouest. Merci beaucoup. Koulouche, est-ce que vous êtes d'accord qu'on passe en revue très rapidement ensemble quelques événements qui marquent l'actualité africaine? Bien sûr. Koulouche, comment t'expliquez-vous l'annonce de ce cessez-le-feu en Libye? Est-ce que c'est un pas important franchi en avant? L'annonce de quoi? D'un cessez-le-feu en Libye. Cessez-le-feu. Oui, c'est déjà alors un bon pas, mais bien que alors personnellement je n'espère pas
qu'on puisse avancer beaucoup parce que les divergences en Libye sont plus importantes et les forces résistantes et extrémistes alors ne baissent pas la main. Et de l'armée camerounaise a libéré 24 des 80 otages enlevés lors d'une incursion imputée toujours à Boko Haram. C'est un soulagement pour les familles, n'est-ce pas? Bien sûr, c'est un soulagement et j'espère que alors les autres aussi puissent alors se libérer. C'est un sujet de souci mondial qui touche vraiment alors le sentiment de tous les gens à travers le monde. L'autre problème de l'Afrique, c'est toujours l'Ebola. C'était une bonne nouvelle pour le Mali qui vient d'en finir officiellement avec l'épidémie d'Ebola et qui a décidé de rouvrir en fait de lundi ses écoles. C'est une bonne nouvelle quand même pour les Maliens. Bien sûr, enfin une bonne nouvelle sur l'Afrique et j'espère que alors les autres pays aussi alors puissent alors se libérer de cette maladie meurtrière. Et le Mali a donné vraiment un bon exemple aux autres et cela donne vraiment un espoir à tout le monde dans la région et aussi dans le monde entier. Kourosh Fakhretawoli, ami et collègue spécialiste de l'Afrique et du Moyen-Orient également, des questions internationales. Merci infiniment d'être avec nous pour cette émission. Je vous souhaite une excellente journée. Merci beaucoup. Je vous en prie. C'est la fin de l'émission d'aujourd'hui. Merci infiniment de l'avoir suivi. Je vous souhaite à vous toutes et tous une excellente journée. Je vous dis au revoir, amis, à très bientôt. أعوذ بالله من الشيطان